Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous maintenant récurrent autour de l'entrepreneuriat à l'ESSIC, donc à l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour particulier puisque nous sommes déconfinés en fait en début de semaine. Je voulais donc commencer par nous excuser parce qu'on avait donné rendez-vous pour cet échange à 13 h. Il y en a qui sont connectés depuis 13 h, qui ont déjà envoyé des messages en demandant ce qui se passait. Tout va bien, donc on s'excuse juste pour ce retard qu'on a accusé dans la diffusion de cet échange interactif. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite vraiment d'être en pleine forme, de vous porter à merveille et d'aborder cette période de déconfinement de manière aussi sereine que possible. Et en vous recommandant très fortement, bien sûr, de pouvoir continuer à observer les gestes barrières, à savoir bien garder des distances autant que faire se peut, bien porter son masque dès qu'on met le nez dehors et éviter les contacts physiques le plus possible. Donc voilà, on compte sur vous pour pouvoir en fait chasser de notre espace ce Covid-19 et pouvoir en fait gagner la guerre. Ce sera grâce à nos comportements respectifs. Donc je nous encourage à pouvoir être aussi vigilants et aussi observateurs des différentes mesures que nous avons eu à partager. Alors, aujourd'hui, donc, on est déconfiné, en tout cas, on a entamé le processus de déconfinement, puisqu'on n'est pas déconfiné complètement, mais on a commencé le processus de déconfinement. Ça veut dire qu'on peut déjà commencer à sortir de chez soi, en observant bien sûr les gestes barrières, notamment en mettant son masque. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet de l'entrepreneuriat qui est lié au déconfinement, mais qui est un peu moins lié au déconfinement puisqu'on est entre les deux. Donc, je vais adapter un petit peu le thème de ce jour à l'actualité, ce qui me semble plus pertinent. Je voulais aborder avec vous dans cette étape particulière, les différentes étapes en fait d'un processus entrepreneurial. Ces étapes-là sont d'autant plus valables dans cette période de confinement, mais vraiment les différentes étapes telles que moi je les perçois dans le cadre de la mise en place d'un projet entrepreneurial. Donc ces étapes-là, je les ai indiquées sur ces bouts de papier jaune et donc on va les développer au fur et à mesure de l'avancement. Donc pour moi, c'est vraiment des étapes qui ne sont pas exhaustives. On va dire que ce sont des étapes en fait qui sont globales, qui sont liées, qui concernent en fait tout lancement de projet entrepreneurial ou même projet de vie tout court, hein, même s'il n'est pas entrepreneurial, ça va aller embrasser différentes formes de projets. C'est ça qui est intéressant. Et puis, ça permet aussi de nous questionner sur ce qu'on fait au quotidien et est-ce qu'on est en phase ou pas avec ce processus entrepreneurial qui nous permet en fait de donner les meilleures chances possibles à notre projet, d'être structuré, de voir le jour, d'être déployé et surtout de réussir, de se pérenniser. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir en fait vivre de son projet et que ce projet-là se pérennise et se développe. C'est ça qu'on recherche in fine. Le développement, l'épanouissement, la maturité, la croissance, et vraiment c'est ça qu'on recherche. Alors, les étapes dont je vais vous parler sont les suivantes. On va dire qu'on peut les classer par ordre de... C'est un processus, ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer l'étape 2 sans avoir fini l'étape 1. Donc, les voici. La première étape, je pense que vous avez souvent entendu parler de ça, mais c'est vraiment... C'est pas une mode, hein, c'est pas ça du tout. C'est pas une habitude ou un tic de langage, c'est vraiment une réalité. La première étape, c'est vraiment croire en soi. Moi, je crois en moi, vous, devant moi, vous croyez en vous. Ça veut dire quoi croire en soi? Ça veut dire se sentir capable de faire quelque chose. Et donc là, c'est important. Si on ne se sent pas capable, eh bien, on va toujours trouver des excuses, on va toujours se cacher derrière quelque chose, on va toujours brandir le drapeau de la peur. Enfin, il y aura toujours une raison qui va bloquer. Vous voyez, donc c'est important. Vraiment, le premier pas, c'est est-ce que je me sens capable de faire ça? C'est ça le premier pas. Et se sentir capable,
ce sentiment de capacité à pouvoir réaliser, à pouvoir attaquer une chose, ça se nourrit au fur et à mesure de ce qu'on fait. Plus on réalise de choses, plus on a de chances de réussir, plus on a de chances de tirer des leçons, des expériences, donc de la compétence de ce qu'on a réalisé, même si on n'est pas allé, même si on n'a pas eu une réussite, hein, et plus on se gonfle en confiance, en savoir, vous voyez. Donc, c'est important pour pouvoir en fait traverser cette confiance en soi-là, de pouvoir déjà réaliser des choses. Si on ne fait jamais rien, eh bien, on n'a aucune expertise en rien, et donc on est vide. Et si on est vide, ben, on n'a pas assez de structure intérieure pour se sentir capable d'eux. Et donc, à la moindre occasion, on va commencer à paniquer. Oui, mais je ne peux pas. Oui, mais je n'ai pas l'argent. Oui, mais je ne sais pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un sentiment de capacité. Et cette capacité-là, elle vient avec l'âge, c'est vrai. Elle vient aussi avec la multitude d'expériences. Moi, je dis toujours à mes étudiants, tentez des choses, faites des choses. Soyez dans des associations, aidez vos parents sur des projets, aidez vos parents à la maison, occupez-vous des budgets à la maison, montez des petits projets dans le quartier, à la cité, à l'école. Faites des choses qui vous permettront d'engranger une connaissance qui va venir cristalliser votre expérience et va venir booster votre confiance en vous. Donc c'est vraiment la première étape. Donc cette histoire de confiance en soi, c'est vraiment un élément primordial. C'est parce que vous faites confiance en vous que vous allez oser, que vous allez vous projeter, que vous allez vous sentir fort, que vous allez pouvoir résister aux contraintes qui vont forcément arriver, que vous allez aussi être fort par rapport aux critiques de l'environnement. Vous allez entendre, oui, mais ne fais pas ça, oui, mais l'autre a échoué, tu ne vois pas. Vous allez entendre plein de choses contradictoires qui vont vous décourager. C'est parce que vous allez avoir confiance que vous allez, je ne dis pas de braver et de ne pas écouter ce qu'on vous dit. C'est de juste d'écouter, de retenir ce qui est bon pour vous et le reste de le laisser à la porte de votre maison. Donc, plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez pouvoir être fort et être capable de résister à vos propres peurs, aux peurs extérieures et à tous les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin. Donc, c'est vraiment une étape importante. Vous voyez, pour moi, le manque de confiance, c'est ça qui génère la peur, l'angoisse, le stress, le fait de ne pas oser, l'immobilisme, le fait de ne rien faire, le fait d'avoir peur de tout. Dès qu'on entend une nouveauté, on commence à chercher une couverture, on va se cacher. C'est parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et donc, ce manque de confiance-là, il va en fait, si on n'y prend pas garde, il va irradier tout notre environnement. Donc c'est important de pouvoir prendre le taureau par les cornes, monter sur ces grands chevaux qui sont sa compétence, ses savoirs, ses attitudes et aller galoper, aller chercher. Donc première étape, croire en soi. Étape qui pour moi est importante dans le processus entrepreneurial, post-confinement et de manière générale, c'est définir un résultat. Maintenant que je sais que je suis la femme de la situation, que je sais que je suis capable de, que je sais que je peux y aller, etc. Mais je dois savoir qu'est-ce que je vais réaliser, ce que je veux faire. Et quand vous dites souvent aux gens, mais qu'est-ce que tu veux obtenir, qu'est-ce que tu veux réaliser? Ben, souvent, on ne sait même pas ce qu'on veut faire en réalité. Donc, comment arriver à réussir? Comment arriver à bâtir si on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche? Donc, c'est important de se dire, ok, j'ai confiance, mais qu'est-ce que je veux faire? Et pour savoir ce que définir un résultat, ça dépend de chacun d'entre vous. Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que je veux d'un point de vue professionnel? Je suis aujourd'hui assistante de direction. J'ai telle ou telle mission. Je rédige les comptes rendus de réunion. Je reçois le personnel. J'envoie les reportings. Mais qu'est-ce que je veux faire demain de mon métier? Est-ce que je veux rester assistante? Si oui, comment je veux me développer? Si je veux faire autre chose, qu'est-ce que je veux faire concrètement? Et ce que je veux faire, c'est d'être en phase avec mon potentiel, mes aptitudes, mes moyens, mes actions, mes leviers, etc. Donc, savoir ce qu'on veut, c'est pas évident, hein. Ça suppose de réfléchir à ce que je suis capable de faire, mon environnement, quelles sont les attentes de mon environnement professionnel, familial, peu importe l'environnement, vraiment, mon résultat, ce que je veux, dépend à la fois de mon potentiel, de mon tempérament, de mon savoir-faire, de mon environnement professionnel, de mon environnement familial aussi.
Quand on a 4 enfants, pas de travail, etc., et qu'on va à gauche, à droite, on n'a pas les mêmes attentes qu'une femme qui n'a pas d'enfants. Vous voyez, donc vraiment, tous ces paramètres-là, structure familiale, environnement, là où j'habite, mon métier, ma famille, ma personnalité, mon potentiel, tout ça va contribuer à vous aider à définir qu'est-ce que vous recherchez. Donc ça peut être sur une sphère personnelle, je sais pas, je veux perdre du poids, ça peut être ça, je veux me tonifier, je veux être plus dynamique, je veux être plus alerte, je veux développer en fait ma détermination, voilà, ça peut être plein de choses, vous voyez, ça peut être d'un point de vue associatif, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir, là je pense à Jessica, qui a tendance à vouloir aider les autres, à motiver les autres, voilà, qu'est-ce que je peux faire de ça? Est-ce que je peux avancer avec ça? Est-ce que je peux avoir un résultat avec ça? Donc, déterminer un résultat, c'est vraiment regarder en soi, autour de soi et à travers soi pour pouvoir élaborer un résultat. Déterminer un résultat, ça nous oblige en fait à être rigoureux et mettre en place un plan d'action. Souvent, on fuit le résultat parce que par rapport à un résultat, eh ben, on a ça en face. Toi, je dois ça peut être que dans 2 ans ou dans 1 an, je veux gagner, 100 000 francs de plus, par exemple. C'est ça mon résultat. Donc, si je veux ça comme résultat, ça va m'obliger à travailler derrière sur des moyens pour y arriver. Donc, souvent, la fuite du résultat, quelque part aussi, c'est aussi la fuite des moyens que je ne veux pas mettre en place pour y arriver. Donc attention, hein, ça peut être aussi révélateur du fait qu'on ne veut pas bouger, qu'on a tendance à rester sur place, à être immobilisé. Or, retenez vraiment une chose, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer si on ne se met pas en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est pas n'importe où, n'importe comment, c'est vers une direction. Donc c'est vers un résultat. Si on veut être efficace, on se met en mouvement dans une direction. Si je veux arriver demain à Tokyo, par exemple, mon résultat c'est arriver à Tokyo dans 2 jours, eh ben, je vais réfléchir à comment je vais arriver en avion. Si c'est dans 2 jours, ça ne sera pas en bateau, en avion, quel itinéraire, quelle compagnie, etc. Vous voyez, donc par rapport à mon résultat, je vais devoir mettre en place des choses. Donc, c'est important de se fixer un résultat, un cap, une direction. Ça nous oblige à rester sur un plan pour pouvoir y arriver. Donc, deuxième étape, résultat, qui s'obtient par la conjugaison de notre personnalité, notre environnement, et qui est un levier, qui est une étape prioritaire pour pouvoir avancer. Si je ne dis pas là où je veux aller, je risque de ne pas bouger. Hein? Pour pouvoir en fait bouger, s'activer, bref, vivre, il faut savoir où je veux aller. Si je ne sais pas où je veux aller, je risque de tourner en rond, ou de ne rien faire, ou de prendre des directions qui n'ont rien à voir avec ce que je dois faire en réalité, en adéquation avec qui je suis. Donc, deuxième étape, c'était définir un résultat. Une fois que j'ai défini mon résultat, que je sais où je veux aller, que je sais comment je vais le faire, alors, juste sur la partie résultat, ceux qui ont fait un petit peu de marketing et du commercial, l'idéal, c'est qu'on a un résultat qui soit objectivé et qui soit, ceux qui savent un peu smart, qui soit spécifique, qu'on puisse mesurer. N'est-ce pas, qu'il soit défini dans le temps, qu'il soit mesurable, qu'il soit atteignable. Hein. Quand on parle de résultats, moi, si vous dis demain que je veux travailler à la NASA, je veux devenir ingénieur à la NASA, c'est impossible, hein, parce que je n'ai pas le bagage, je n'ai pas le potentiel. Donc, derrière résultat, il y a aussi le terme de quelque chose qui est réaliste, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est défini dans le temps. Voilà, c'est tout ça, et qui est accepté par celui qui gère le résultat et éventuellement les équipes qui sont derrière. Vous voyez, donc résultat, c'est vraiment pas un rêve, c'est pas une incantation, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est quelque chose qui est tangible parce que c'est mis en place au travers de vous, de votre réalité et surtout de choses qui sont mesurables, qui soient atteignables. Et souvent, on a du mal à mettre en place des choses atteignables parce qu'on a peur, comme je vous l'ai dit, ou souvent parce qu'on n'est pas à l'aise avec la mesure. Alors moi, je dis toujours aux gens, même si on n'est pas mathématicienne, moi je ne suis pas une matheuse du tout, vraiment, et pourtant, dans la vie au quotidien, je dois mesurer mes résultats, mon activité, mon poids, voilà, tout ce qui se fait dans la vie se mesure. Donc si on n'aime pas les chiffres, c'est pas bon. Il faut vraiment, le chiffre, c'est pas quelque chose qui est difficile, quelque chose qui nous aide à pouvoir mesurer. Se dire, voilà, si je veux par exemple perdre du poids, combien de kilos je veux perdre? 1 kilo, 500 grammes, voilà. Si je ne mesure pas, je ne pourrais pas mettre en place un plan d'action en adéquation. Si je veux gagner 1 million, ce n'est pas le même plan que si je veux gagner 100 000 francs. Donc, vous voyez que la mesure, le chiffrage 1 million ou 500 000 francs, qui est mon résultat, va déterminer, on va le voir après,
quels moyens je vais mettre en place. Donc, c'est vraiment important de ne pas être dans la lune, de ne pas rêver, d'être vraiment ancré les pieds sur terre avec un résultat qui soit smart, qui soit réaliste et qui corresponde à votre réalité et qui soit atteignable. Donc, c'est vraiment important. Dans le résultat, il y a qui vous êtes, votre environnement, il y a surtout quelque chose que vous devez atteindre, que vous recherchez, qui est en phase avec qui vous êtes, mais qui soit quelque chose de réaliste, motivant, atteignable et qui vous mobilise sur du long terme. Voilà, sur le résultat. Alors, une fois qu'on a cru en soi, qu'on sait qu'on est la femme de la situation, qu'on a dit, tiens, moi je veux monter cette boîte dans 3 ans, voilà mon résultat, c'est ça que je veux avoir, je vais devoir, par rapport à mon résultat, définir une idée de projet. Voilà, je sais que je veux tel résultat, je veux perdre 5 kilos, je veux devenir, je sais pas, chef de projet d'ici 2 ans, par exemple, voilà mon résultat que je veux, dans 2 ans je vais être chef de projet. Donc ça, une fois que j'ai ça en tête, j'ai ce résultat-là, j'ai ce cap-là, j'ai cette vision-là, je vais devoir en fait pouvoir valider ce projet-là. Ça veut dire quoi valider? Ça veut dire s'assurer que je maîtrise les leviers, ou en tout cas, je connais les leviers qui me permettent d'y arriver. Si mon résultat, c'est devenir chef de projet dans 2 ans, ça veut dire que la position que j'ai actuellement est compatible avec ce résultat-là. Ça veut dire que d'un point de vue professionnel, je suis adaptée à ça. Ce que je fais permet d'aller à ça. La formation que je vais mettre en place, le travail que je vais réaliser, les inputs, c'est-à-dire les savoir-faire que je vais intégrer, l'expérience que je vais réaliser va me mener à ça. Donc, par rapport en fait à ce que je veux comme résultat, je vais devoir pouvoir le valider, m'assurer que ce résultat-là est possible et c'est envisageable eu égard en fait à mon environnement. Et le fait de le valider, c'est aussi se permettre de dire, voilà, est-ce que là où j'avance, là, c'est vraiment ça? Ça me permet en fait de valider en fait ma motivation, mon engagement et mon envie aussi d'y arriver. Je vous donne un exemple. J'ai vu par rapport en fait au déconfinement, différents types de projets qu'on pourrait mettre en place par rapport en fait pour des petits business qu'on peut développer suite à la période du confinement. Il y avait plein de projets à développer. Il y avait par exemple faire des beignets, faire des crêpes, faire des jus de fruits, transformer, plein de choses. Et puis je me suis dit, bon, mais pour les femmes de Eva Network, une association de femmes dans laquelle je travaille, je vais réfléchir à des projets pour ces femmes-là. Et je travaille sur des projets notamment de réaliser des crêpes, réaliser transformer des produits locaux, etc. Et j'ai commencé en fait à travailler sur l'idée de quels sont les coûts qui sont liés en fait. Combien coûte une crêpe? Quel est le coût de revient d'une crêpe? Et je calculais en fait une crêpe, farine, lait, sel, œufs, tout ça. Je calculais les quantités, je calculais les coûts. Et j'ai calculé tout ça. Je me rendais compte qu'une crêpe, le coût de revient est à peu près à 380 francs pour une crêpe. Voilà. Et je commençais à calculer tout ça et je me suis dit, 380 une crêpe, ça veut dire que j'ai calculé en fait le coût de revient en fait pour tout ce qui est charges indirectes. Et pour les charges directes, il y avait encore un coût à derrière. Et au total, j'avais un coût à peu près de 450 francs par crêpe. Voilà. Et je me dis, bon, quel prix de vente je vais mettre en place pour pouvoir vendre la crêpe? Et en raisonnant, j'ai commencé à regarder en fait qui mange les crêpes ici. Et je me suis rendu compte que très peu de gens mangeaient la crêpe au travail, etc. C'était pas quelque chose c'était plus un encas qu'un repas. Et donc, si on voulait mettre un prix raisonnable, ça allait poser. Donc, voilà, vous voyez, j'étais déjà en train de valider en fait mon idée de projet. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des blocages en termes de comportements sociaux. Les gens, la crêpe, c'est pas un repas, c'est voilà. Quelqu'un va mettre 700 francs sur quelque chose qui est juste un encas. Enfin, en tout cas, la cible qui était visée. Voilà. Donc là, on commence un peu à reculer, à regarder comment on va ajuster. Vous voyez? Donc, valider l'idée, c'est ça. C'est commencer à travailler dessus et se dire, voilà, par rapport à mon environnement, est-ce que ça colle, est-ce que ça a besoin, etc. Ça veut dire qu'on abandonne. Ça veut dire qu'on se rend compte des réalités et qu'on ajuste. Ça veut dire que là, il faut peut-être soit changer de cible, voilà, s'organiser pour être sûr que ce sur quoi on va est en phase avec l'environnement, le marché, et que ça permet en fait d'atteindre le résultat qui est de faire des crêpes, vendre des crêpes et gagner de l'argent par rapport à ça. Donc troisième étape, c'était valider l'idée de projet. Alors, pour valider l'idée de projet, il faut éventuellement regarder s'il y a un marché chez des clients pour ça. Est-ce qu'on a la compétence pour? Est-ce que je sais faire? Si je veux demain faire de transfert je me dis, il y a du bois au Congo, j'aimerais faire des meubles en bois. Voilà, il faut que je sache travailler le meuble, que j'ai cette compétence-là. C'est un métier, hein, menuisier, ça ne s'improvise pas. Si on veut faire des bois de qualité, etc., il faut savoir faire. C'est des techniques, c'est des procédés, c'est des processus qu'on n'invente pas. Et donc, il faut que je m'assure que je peux l'avoir soit au travers de ma propre personne, soit au travers d'un associé, d'un collaborateur que je pourrais recruter. Donc, valider un projet, c'est surtout savoir est-ce qu'il y a des clients, un nombre suffisant, est-ce que je maîtrise mon métier, mon savoir-faire,
Est-ce que j'ai l'infrastructure, la technologie, les techniques qui font que je pourrais pratiquer? Et est-ce que financièrement, je peux mettre ce qu'il faut pour que mon projet voit le jour? Voilà, c'était sur la validation de l'idée de projet. Quatrième étape, c'est la planification. Alors, c'est un mot que vous entendez beaucoup. C'est très simple. Planifier, ça veut dire organiser les ressources, les actions dans un calendrier. J'insiste sur le mot calendrier. Ça veut dire qu'il y a du timing, des deadlines, des actions qui sont chronologiques et qui sont séquencées. Si on dit je vais faire, qu'il n'y a pas de date, on risque de ne jamais faire. Si on dit je dois appeler, je sais pas, le fournisseur de fruits et qu'il n'y a pas de date, on risque de jamais l'appeler. Donc vraiment, planifier, c'est structurer, organiser les actions différentes dans un calendrier. Ça suppose donc deux choses. Premièrement, que j'ai fait toutes mes actions par rapport à mon projet que je vais faire. Quelles sont les actions qui sont à mettre en place? Il faut que je fasse ça. Je pars du début jusqu'à la fin, depuis l'amont, c'est-à-dire l'origine. Si je vais faire je sais pas, mes crêpes, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution et vente aux clients, qu'est-ce que je prévois comme étape? Et je les séquence. D'accord? Donc vraiment, un calendrier, c'est toutes les actions avec un timing. S'il n'y a pas de timing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. Donc c'est vraiment deux choses que je peux retenir. Dans planifier, c'est organiser, prévoir selon un calendrier précis. De manière à se tenir à des dates précises, parce que le temps n'est pas illimité. Et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'action, très clairement. Donc, planifier, c'est important, ça veut dire que je fixe mes actions, et deuxièmement, je fixe des dates, des délais, pour être sûr que je vais pouvoir les réaliser dans ma vie, sinon je risque de mourir sans avoir jamais rien fait, faute de date que je me suis implantée, et parce que je vais tout le temps reculer. Alors que s'il y a une date, ça m'oblige en fait à essayer de tenir ma date, et en fait à me donner les moyens de pouvoir réussir à mettre en route ce que j'ai prévu de faire. Cinquième étape dont j'allais vous parler, c'est exécuter. Ça va être rapide. Une fois qu'on a décidé, on passe à l'action. J'ai tellement de personnes qui ont des projets dans les tiroirs, qui attendent. Des fois, on attend pour des bonnes raisons. On peut être en attente pour une raison particulière, parce qu'on attend une information, parce qu'on n'est pas prêt personnellement, parce qu'on n'est pas prêt financièrement. Voilà, ça peut être justifié. Mais il y a souvent des attentes qui ne sont pas justifiées. On attend parce que on a oublié, parce qu'on a négligé, parce qu'on n'est pas assez rigoureux, parce qu'on manque de motivation. Et donc là, une fois qu'on a avancé, il faut passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, on ne peut jamais réaliser, on ne peut jamais avancer, on ne peut jamais comprendre, on ne peut jamais cesser, on ne peut jamais mettre en place l'audace, etc. Donc exécuter, c'est passer à l'action. Une fois que j'ai décidé, tac, il faut que ça fuse. Sinon, pareil, je vais être immobile. Et si je suis immobile, je ne suis pas un entrepreneur, je suis... même les animaux, ils bougent, donc je ne sais pas ce que je suis, peut-être qu'un végétal. Même le végétal, en fait, il croît, les fleurs, elles poussent, voilà. Donc, on passe à l'action, on exécute. Et on ne procrastine pas, c'est-à-dire qu'on ne reste pas là à attendre. On passe à l'action dès qu'on est prêt. Sixième étape dont je voulais vous parler, c'est important. Ça semble tomber sous le couler, mais ce n'est pas évident, c'est travailler. On a un rapport particulier au travail, je trouve, de manière générale. Il y en a qui bossent énormément et tant mieux. Mais de manière générale, on a un rapport particulier au travail. J'aimerais insister sur le fait que le travail, c'est ce qui nous permet en fait d'aller cueillir un résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat sans travail. C'est pas possible. Ou si ça l'est, ça peut arriver, tant mieux. Mais quelle valeur, quelle valorisation, quelle récompense. L'important, c'est de pouvoir se dire que de manière générale et de manière majoritaire, si on veut un résultat, il faut transpirer. Comme disent les Américains, no pain, no gain. C'est vraiment ça. J'ai rarement vu des gens, même les rentiers qui gagnent de l'argent, de leur rente, ils ont bossé en avant. D'accord? Même celui qui gagne le loto, il a commencé à remplir ses grilles de loto. Voilà. Donc, il n'y a pas de « je suis assis, ça tombe tout seul ». C'est pas possible ça. Et puis, même si ça arrive dans un cas sur 1000, c'est un cas sur 1000. Les autres cas, il faut quand même aller au charbon, aller chercher ce qu'on veut. Donc, je voudrais vraiment faire comprendre à mes étudiants qu'on n'a rien sans rien. Si je veux un résultat, il faut travailler. Et quand je dis travailler, c'est vraiment transpirer. Si vous n'avez pas fait des sacrifices, si vous n'avez pas transpiré, si vous n'avez pas fait vous avez renoncé à votre propre confort,
c'est que vous n'avez pas bossé. Quand vous bossez vraiment, ça veut dire que vous faites des sacrifices. Et j'insiste dessus. Hein. Travailler 3-4 heures par jour, c'est pas travailler ça. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment se sortir de sa zone de confort. C'est ça, travailler. C'est vraiment se donner les moyens en termes d'énergie pour aller chercher nos réussites, pour aller cueillir nos victoires. Si on ne se donne pas ces moyens en termes de travail, d'énergie, ben, ils ne vont pas tomber toutes seules. Il faut aller secouer le cocotier pour que ça tombe. Si on ne secoue pas, ça ne tombe pas. Donc dans le travail, c'est vraiment ça, aller avoir l'énergie d'aller chercher, d'aller se bagarrer, d'avoir la dynamique qu'il faut pour aller cueillir les fruits qui nous reviennent parce qu'on a travaillé. Donc j'insiste dessus. Hein. Donc ce rapport au travail, là, voilà. Je le dis parce que je vois le nombre de rendez-vous que je donne souvent à des gens qui veulent faire des entrepreneurs. Ils viennent pas au rendez-vous parce qu'ils sont réveillés trop tard, on donne un travail, il n'est pas fait. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on ait comment dirais-je, une rigueur particulière par rapport au travail et qu'on intègre au fur et à mesure que vraiment, sans travail, ben, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Hein. En plus, on va dépendre des autres qui travaillent. Donc, il y a une espèce de dépendance qui se joue alors qu'on a chacun d'entre nous, un potentiel immense, une énergie immense, des ressources immenses pour se suffire à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important que chacun utilise à fond ce qu'il a comme potentiel. C'est ça le travail. C'est vraiment exploiter au mieux ce qu'on a comme énergie, potentiel, savoir, ressources, etc. Le travail, c'est mettre ça en exécution, mettre ça en action. C'est ça, travailler. C'est ressortir, faire rejaillir tout ce qu'on a comme potentiel, comme énergie, comme force. Si on ne travaille pas, ça veut dire que ça reste en nous et c'est inactif et c'est mort. Ça veut dire que c'est comme si on n'avait rien du tout. Donc le travail, c'est vraiment ressortir tout ce qu'on a comme énergie, potentiel, aptitude, savoir et puis force. Le dernier point dont je voulais vous parler, et pas des moindres, c'est le réseau. Alors, le réseau, c'est l'ensemble des connexions que vous avez avec d'autres personnes, peu importe qui c'est. Le réseau, c'est les relations, les connexions que vous avez avec des partenaires, des amis, des relations, des étudiants, enfin, peu importe. C'est ça, le réseau, c'est les connexions. Vous voyez ça comme une toile d'araignée, toutes les connexions, comme les tentacules, tout ce que vous avez comme connexion avec l'extérieur. Et c'est très important, ça va intervenir tout au long de votre vie, parce que sans réseau, je vous assure qu'on ne peut pas faire grand-chose. Le réseau va vous aider à déclencher, à optimiser, à éclairer vos différentes actions. Sans réseau, vous n'allez pas optimiser. Vous allez rester vous n'allez pas pouvoir en fait faire au mieux. C'est le réseau qui va permettre en fait de grandir. Alors le réseau en fait, alors moi je dis toujours à mes étudiants, le réseau ça commence même quand on est à la faculté ou à l'université ou à l'école. C'est commencer à prendre contact avec déjà ses collègues d'école, ses camarades d'école, les enseignants, les personnes que vous rencontrez, quand vous allez à des séminaires, quand vous allez à des foires, les cartes de visite que vous recueillez, c'est ça le réseau. Donc ça s'amplifie au fur et à mesure. Quand vous allez quelque part, rentrez en contact avec des gens, discutez, parlez de vous, mettez-vous en avant, rendez-vous utile, ne parlez pas que de vos problèmes. Moi, souvent, quand on m'aborde, c'est que les problèmes, c'est l'ordonnance, c'est si... Voilà, mettez-vous en avant, qu'on ait aussi envie de discuter avec vous. Il ne faut pas juste que vous soyez dans une relation où vous êtes là en train de demander, d'attendre, hein, même si vous allez demander. Une relation où la personne sent que vous êtes intéressant. Et vous êtes intéressant si... vous rentrez aussi dans son spectre d'influence et dans son spectre de vision. Si vous discutez avec un DRH, etc., mais parlez de vos compétences, de votre savoir-faire en DRH. Voilà. Alignez-vous aussi par rapport aux interlocuteurs. Si vous parlez à une agricultrice qui produit des légumes, etc., parlez-lui des légumes. Voilà. Adaptez-vous pour que votre discours, votre interaction soit intéressante pour votre interlocuteur et pour que il pense à vous de manière intéressante et intelligente et que vous puissiez construire demain une relation qui soit pertinente pour vous. Et, le déplacement, le transport, dire que vous les aimez, qu'ils sont beaux, etc., c'est bien, c'est valorisant, mais ça ne suffit pas. Quand vous rentrez en relation avec des personnes, rendez-vous intéressant. Vous avez un faisceau de compétences, d'aptitudes, utilisez-les pour chaque type de relation. Vous n'allez pas dire la même chose à Madame Gazo que vous allez dire je sais pas, au président de la chambre de commerce. Ça ne va pas être la même chose, les mêmes atouts que vous allez utiliser. Donc, vous avez une palette de savoir-faire, de différents types d'instruments. Adaptez-les par rapport à votre interlocuteur pour vous rendre intéressant, pour qu'il s'intéresse à vous, pour qu'il soit impressionné par vous, qu'il ait envie de vous revoir
Comme ça, quand vous allez le rappeler ou le revoir, il aura envie parce que vous l'aurez percuté. D'accord? Donc c'est important que quand vous rencontrez des gens, de vous rendre intéressant. Chacun de nous a toute une palette de choses à dire, à faire. Ben, utilisez-les pour vous rendre intéressant, pour qu'on ait envie de vous revoir. C'est ça. Suscitez en fait l'envie de vous revoir parce que vous êtes particulier et parce que vous êtes intéressant, parce que vous faites mouche, parce que vous percutez. Voilà, c'est ça en fait. Et ça se travaille. Donc, quand vous allez voir des gens, rendez-vous intéressant, développez votre réseau de manière à ce que quand vous appeliez quelqu'un, ben, il a envie de vous rencontrer. Donc voilà les différentes étapes que je voulais voir avec vous. Ça partait depuis la croire en soi jusqu'à développer son réseau. Tout c'est très important dans le processus entrepreneurial et même dans le processus de vie tout court. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai pu en fait vous intéresser à ces différentes étapes qui vraiment sont primordiales. Alors je voudrais en fait revenir sur une question que j'ai eue la dernière fois, à laquelle je n'ai pas pu répondre parce qu'elle est arrivée quand on avait déjà coupé en fait le live. C'est une question qui me demandait comment faire, quels conseils donner aux entreprises en difficulté actuellement par rapport au déconfinement et par rapport justement à la situation du coronavirus. Alors, c'est vrai que les entreprises sont secouées d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de leurs finances, d'un point de vue de leur dynamique commerciale. Enfin, vraiment à tous les niveaux, elles sont vraiment en état elles sont vraiment en difficulté. Alors moi, ce que j'allais vous dire, c'est que vous avez pas mal de... Alors ça dépend de... Alors pour pouvoir aider quelqu'un, il faut toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Les difficultés de l'entreprise A ne sont pas les mêmes que celles de l'entreprise B. Parce que l'entreprise A, elle a une vision particulière, elle a une stratégie particulière, elle a un métier particulier, elle a un secteur particulier, elle a des ressources particulières. Donc vraiment, chacun a sa cohorte de caractéristiques qui fait que les conseils ne sont pas en fait... ne peuvent pas être donnés de la même manière à tout le monde. Et donc moi ce que je vous propose de faire, c'est par rapport en fait à votre particularité, de faire en fait un mini diagnostic de quelles sont vos difficultés. Ça peut être, elles peuvent être multiples, hein. Même si à la crise, chacun a des difficultés particulières du fait de tout ce que je vous ai dit, de sa particularité, de son activité, de la façon de manager l'entreprise, des différentes ressources. Il y a plein de choses qui interviennent. Donc avant de pouvoir aider, conseiller, il est important de pouvoir en fait faire un diagnostic, faire un état des lieux, comprendre l'entreprise, comprendre ses difficultés, mesurer ses difficultés, mesurer le degré de difficulté. Et quand on a fait tout ça, on peut savoir qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Et donc par rapport à ça, vous avez pas mal de cabinets dans la ville qui peuvent vous aider, plein de cabinets qui peuvent vous aider. Enfin, vous allez à la chambre de commerce, il y a le cabinet au bac qui peut vous aider, il y a la chambre de commerce, il y a plein de structures là, comme ça. Je sais pas, tapez cabinet, structure d'accompagnement de PME TPE au Congo sur internet, allez voir dans l'annuaire, vous allez voir plein de cabinets, vous allez choisir par rapport à ce que vous voulez faire. Donc vraiment, et c'est pas forcément une question de prix, hein, parce qu'il y a plein de petits cabinets qui peuvent vous aider avec des conditions tarifaires particulières. Voilà, vous avez la chambre de commerce, vous avez le cabinet au bac, vous avez plein de petites structures. Donc vraiment, allez vous renseigner, hein, bougez-vous, sortez de votre coquille, allez vous renseigner, allez chercher de l'aide et puis vous allez trouver de l'aide. Quand on cherche, on trouve toujours. Donc voilà ce que je vais répondre par rapport à la question. Je peux avoir de conseils comme ça. Il faut vraiment regarder vos comptes, regarder votre activité, regarder votre entreprise, tout regarder, faire un diagnostic et par rapport à ça, regardez quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour vous aider en fait à sortir de la difficulté. Voilà. Alors, autre question, mais je n'ai pas mes lunettes, donc il va falloir qu'on aide. Alors, autre question. Je ne vois rien du tout. Comment bâtir un réseau? Alors, comment bâtir un réseau? C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Bâtir un réseau, déjà, c'est très important. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai monté en fait le EVA Challenge dans le cadre de l'association dans laquelle je suis présidente, où je suis avec plusieurs dames très efficaces et qu'on travaille pour aider les femmes du Congo. Et donc, on a monté le EVA Challenge qui consiste à financer des projets de femmes. Et on a pu monter ça grâce à notre réseau. On a pu lever des financements grâce à notre réseau. Donc, le réseau, c'est vraiment primordial. Sans réseau, vraiment, vous aurez du mal à vous en sortir. Donc, comment le bâtir? C'est une bonne question. Comme je vous disais, commencez en fait à nouer des relations à chaque étape.
Je vous disais en fait, c'est quoi les étapes? Quand vous allez à un séminaire, quand vous allez à un événement, quand vous allez à une foire, intéressez-vous aux gens. Allez vers des gens, allez rencontrer, quand vous allez à des directeurs, des collaborateurs, parler, discuter pour connaître leur métier, échanger des cartes. Voilà, il faut vraiment aller vers les gens. À quelle occasion? À l'occasion de foires, d'événements, de séminaires. Voilà, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Donc, souvent, on a tendance à rester à la maison, à attendre, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc, vous devez vous dire que chaque mois ou chaque trimestre, vous devez avoir une activité de public relation. Vous devez aller rencontrer des gens. Qu'on soit étudiant, peu importe ce que c'est. Hein, même quand on est étudiant, aller vers des gens. Moi j'aimerais rencontrer des étudiants qui viennent me voir dans des activités, vous me parlez de leur activité. Voilà, c'est l'occasion de nouer des contacts avec des personnels, avec des responsables d'entreprise, se faire remarquer, comprendre des choses, améliorer son carnet d'adresses. Donc vraiment aller au contact. Pour moi, vous devez avoir au moins un rendez-vous par mois de sortie. Vous devez rencontrer du monde. C'est important. C'est vraiment important. Au moins une fois par mois. Voilà. Je vais à tel événement, je vais à telle foire. Voilà. Et quand vous sortez, discutez avec des gens. Allez leur parler. Préparez-vous à l'avance. Regardez votre argumentaire. Je vais à un séminaire sur les DRH. Donc, c'est orienté RH. Donc, préparez-vous par rapport à ça. Travailler sur les compétences, travailler sur les thèmes RH, le recrutement, la formation, des choses comme ça. Préparez-vous à l'avance, préparez les questions que vous posez, préparez vous-même comment est-ce que vous pouvez dire, préparez dans votre CV, préparez plein de choses. Donc allez en étant préparé, mais en allant voir des gens. Et dites-vous que voilà, à chaque événement, vous devez rencontrer au moins 2-3 personnes, discuter avec eux et avoir une discussion intéressante où vous vous rendez intéressant par rapport à votre interlocuteur. Voilà comment développer en fait son réseau. Alors, il y a une autre question. Je peux avoir une lunette? Je vais pas la deuxième question. Donna, il faut que tu m'aides. Quelle est la stratégie que les SIC met en place pour permettre à ces étudiants de bâtir Alors, quelle stratégie les SIG met en place pour permettre aux étudiants de bâtir leur réseau? Oui, ça c'est une question. Alors, je répète la question. C'est un étudiant qui me pose la question, je suppose. Un étudiant me demande quelle stratégie les SIG met en place pour permettre aux étudiants de bâtir le réseau. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette question-là. Vous voyez, on vous demande de bâtir votre réseau et vous commencez à chercher ce que l'autre peut faire pour vous aider à bâtir le réseau. Déjà là, dans une dynamique qui est assez spéciale. Suivante. Vous devez d'abord commencer par vous-même avant de compter sur les autres. Le travail, la réflexion commence par vous. Avant de poser la question, qu'est-ce que l'autre peut faire? Commencez par demander déjà vous, moi-même, qu'est-ce que je fais? Le réseau, c'est la 7e. Ça veut dire qu'avant ça, on a commencé à travailler à soi-même, sa personnalité, sa croyance, etc., etc. Vous voyez, donc, on ne peut pas commencer à compter sur les autres si soi-même, on n'a pas mis en place quelque chose. Donc, si c'est un étudiant qui pose la question, toi étudiant, qu'est-ce que toi-même tu fais pour développer ton réseau? Il faut qu'on apprenne à compter sur nous, à être plus autonome, à être plus responsable, à être plus acteur de notre vie et pas tout le temps compter sur les autres. Ce que les autres font, ça va être du vous. Donc ma question, je vais vous renvoyer la question. Vous-même étudiant, qu'est-ce que vous faites pour travailler votre réseau? Allez, si on fait venir chaque mois des entreprises qui viennent débattre sur un thème particulier pour vous aider justement à améliorer votre réseau, est-ce que ces entreprises-là, est-ce que vous vous démarquez? Qu'est-ce que vous faites? Les SIC, en fait, vous trouvent d'accord? Quand vous avez une entreprise, qu'est-ce que vous faites? Comment vous comportez dans l'entreprise pour développer votre réseau? Vous voyez? Donc, j'allais répondre en 2 temps. Premièrement, il faut d'abord commencer par compter sur soi. Et vraiment, là, je vais être un peu dur, hein? Il faut compter d'abord sur soi. Parce que si on veut vivre, si on veut avoir des résultats, c'est d'abord soi-même. On commence par soi
et on finit par l'extérieur. On ne peut pas avancer en passant son temps à attendre que les autres fassent. Il faut d'abord commencer par soi-même. Moi-même, qu'est-ce que je fais? En mouvement, en route, je vais voir comment est-ce que je peux compléter. Donc, ce que les autres font, c'est un complément par rapport à votre propre initiative. D'accord? Parce que et que vous ne faites rien, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Hein. D'accord? Donc, en fait, ce que les autres font, ça va venir en fait décupler ou optimiser ou en fait démultiplier ce que vous avez déjà fait. Mais s'il y a 0, même si on fait 10 000 fois 0, ça fait encore 0. Hein. D'accord? Donc vraiment, on commence par soi et ensuite on regarde l'extérieur. Je suppose qu'il n'y a plus de questions jusque-là. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Je vous souhaite d'être en pleine forme, de vous réaliser, d'avancer dans les étapes qu'on a vues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si vous avez des questions particulières, vous pouvez écrire en fait à l'ESIC et puis je me ferai un plaisir de vous répondre ou alors de répondre à vos questions lors d'un prochain échange qu'on aura ensemble. Donc c'était un réel bonheur de partager ces instants avec vous. Portez-vous bien, protégez-vous et puis à jeudi prochain.